The Minority Report, troisième partie. Écrit par Philippe K. Dick en 1954 et publié pour la première fois dans la revue Fantastic Universe en janvier 1956. Une fois aux commandes du croiseur de police ultra rapide, Anderton résuma pour sa femme le contenu du rapport minoritaire. Lisa l'écouta sans faire de commentaires, le visage contracté, les traits tirés et les mains crispées sur les genoux. Sous le croiseur, la campagne ravagée par la guerre se déployait comme une carte en relief, avec, entre les agglomérations, des zones désertes constellées de cratères, de fermes et de petites usines en ruine. Je me demande combien de fois cela s'est déjà produit, remarqua-t-elle quand il en eut fini. Tu veux parler des rapports minoritaires ? Très souvent. Je veux dire, un mutant déphasé, se servant des deux autres rapports et prenant le pas sur eux. Le regard sombre et grave, elle ajouta « Peut-être y a-t-il dans les camps beaucoup de gens dans le même cas que toi. » « Mais non, affirma Anderton. Cependant, lui aussi commençait à se sentir mal à l'aise sur ce point. Moi, j'ai pu voir la carte, examiner le rapport. C'est comme cela que tout est arrivé. Pourtant, Lisa eut un geste éloquent. Peut-être les autres auraient-ils tous réagi comme toi, si l'on leur avait dit la vérité. Le risque aurait été trop grand, obstina-t-il. Lisa eut un petit rire sans pitié. Tu parles de risque, toi, de hasard, d'incertitude, avec des précogs à demeure. Anderton se concentra sur le pilotage du petit croiseur rapide. Le cas est unique, répéta-t-il, et nous avons un problème urgent à résoudre. On réfléchira aux aspects théoriques plus tard. Il faut que je fasse parvenir cet enregistrement à certaines personnes, avant que ton jeune et brillant ami ne le détruise. Tu l'apportes à Kaplan ? Certainement. Il tapota la bande placée sur la banquette entre eux deux. Ça ne manquera pas de l'intéresser. C'est tout de même la preuve que sa vie n'est pas en danger. Alors cela devrait même le passionner. Lisa sortit son étui à cigarette de son sac. Ses mains tremblaient. Et tu penses qu'il t'aidera ? Peut-être, mais peut-être pas. Cela vaut la peine de tenter le coup. Comment as-tu réussi à disparaître aussi vite ? S'enquit Lisa. Il est pourtant difficile de se procurer un déguisement vraiment efficace. Il suffit d'avoir de l'argent, répondit-il évasivement. Tout en fumant, Lisa méditait. Kaplan te protégera sans doute. Il est très puissant. Je croyais que ce n'était qu'un général en retraite. Théoriquement, c'est vrai. Mais Whitwer a compulsé son dossier. Kaplan est à la tête d'une association très fermée d'anciens combattants. Une sorte de club peu banal, où ne sont admis que des officiers de haut grade, international, puisque les ex-ennemis y sont admis. Il possède ici, à New York, une immense demeure, édite 3 luxueuses publications et s'offre à l'occasion un peu de temps d'antenne à la télévision, ce qui leur coûte une petite fortune. Où veux-tu en venir ? Je veux simplement dire que tu m'as convaincu de ton innocence. Il est évident que tu ne t'apprêtes pas à commettre de meurtre. Toutefois, tu dois te dire à présent que le rapport original, le rapport majoritaire, n'était pas un faux. Personne ne l'a truqué. Il n'a pas été fabriqué par Whitwer. Il n'y a pas de complot contre toi. Et il n'y en a jamais eu. Si tu considères le rapport minoritaire comme authentique, tu dois également accepter le rapport majoritaire. Réticent, Anderton acquiesça. Tu as sans doute raison. Lisa poursuivit. Ed Whitwer agit en toute bonne foi. Il croit sincèrement que tu es un criminel en puissance. Et pourquoi pas ? Le rapport majoritaire est sur son bureau. Mais c'est toi qui as la carte perforée en poche. Je l'ai déchirée, fit calmement Anderton. Sérieuse, Lisa se pencha vers lui. Ed Whitwer n'est pas animé par le désir de prendre ta place, mais par les motivations qui ont toujours été les tiennes. Il croit en pré-crime. Il veut que le système se perpétue. Je lui ai parlé, et je suis certaine qu'il dit la vérité. Tu veux que je lui remette cette bande ? Il la détruira. Mais non, voyons, rétorqua Lisa. Il a les originaux à sa disposition depuis le début. Il aurait pu les détruire à tout moment. C'est juste, concéda Anderton. Il n'était peut-être pas au courant. Bien sûr que non, réfléchis. Si Kaplan met la main sur cette bande, la police sera discréditée. Tu ne comprends donc pas. Cela prouverait que le rapport majoritaire était erroné. Ed Whitwer a parfaitement raison. Il faut que tu sois arrêté, si l'on veut que pré-crime survive. Toi, tu ne penses qu'à ta propre sécurité. Mais pense un instant au système. Elle éteignit sa cigarette et en chercha une autre dans son sac. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi ? Ta sécurité personnelle ou l'existence de pré-crime ? Ma sécurité personnelle, répondit Anderton sans hésiter. Tu en es certain ? Si pré-crime ne peut survivre qu'en emprisonnant des innocents, c'est le système qui mérite d'être jeté à bas. Ma sécurité personnelle, elle, est importante parce que je suis un être humain.
De plus, Lisa sortit de son sac un revolver incroyablement petit. « Je crois, dit-elle d'une voix étouffée, que j'ai le doigt sur la détente. Je ne me suis jamais encore servi de cette arme. Je suis toute disposée à essayer. » Un silence. Puis Anderton lui demanda. « Tu veux que je fasse demi-tour, c'est ça ?»« Oui, on retourne au siège de la police. Je regrette. Si tu avais pu placer le salut du système au-dessus de tes propres intérêts égoïstes, rengaine ton sermon. Je fais demi-tour, d'accord. Mais je refuse de t'entendre défendre un code de conduite auquel nul homme intelligent ne souscrirait. » Les lèvres de Lisa se pincèrent, décolorées. Serrant le pistolet dans sa main, elle lui faisait face en le regardant intensément. Sous l'impulsion d'Anderton, le vaisseau décrivit un ample arc de cercle. Au moment où il vira en dressant majestueusement une aile vers le zénith, deux menus objets tombèrent de la boîte à gants. Anderton et sa femme étaient stabilisés par les bras métalliques de contention intégrés à leur siège. Mais ce n'était pas le cas du troisième passager. Anderton surprit un mouvement du coin de l'œil. Simultanément, il y eut un bruit, celui d'un homme pesant, se raccrochant pêle-mêle pour ne pas perdre l'équilibre, mais s'écrasant finalement contre le flanc renforcé du croiseur. Les événements s'enchaînèrent très vite. Fleming se remit immédiatement sur pied, instable mais aux aguets, et chercha à saisir le pistolet de Lisa. Anderton en resta trop ébahi pour pousser la moindre exclamation. Lisa se retourna, vit le troisième homme et cria. Fleming lui fit sauter l'arme des mains. L'objet roula bruyamment sur le sol. Fleming écarta Lisa sans ménagement, puis récupéra le pistolet en grognant. « Désolé, dit-il en se redressant de son mieux. J'ai pensé qu'elle en dirait davantage. Alors j'ai attendu. »« Vous étiez là quand... » Anderton s'interrompit. Il était évident que Fleming et ses hommes l'avaient tenu sous surveillance. L'existence du croiseur de Lisa avait été notée, assimilée, et pendant que Lisa se demandait s'il était bien sage d'amener son mari, Fleming s'y était glissé. « Vous feriez mieux de me donner cette bande magnétique, » dit ce dernier. Il tendit de gros doigts moites. « Vous aviez raison. Whitwer l'aurait réduite en bouillie. »« Kaplan aussi ?» questionna Anderton, encore sous le choc de l'apparition de Fleming. « Kaplan travaille en liaison directe avec Whitwer. C'est pour cela que son nom figurait à la 5e ligne de la carte. Nous ne savons pas lequel des deux est le vrai patron. Ni l'un ni l'autre, peut-être. » Fleming jeta le minuscule pistolet et prit son arme personnelle, puissante et d'origine militaire. « Vous avez fait une belle ânerie en filant avec cette femme. Je vous avais bien dit qu'elle était derrière tout ça. »« Je n'arrive pas à y croire, » protesta Anderton. « Vous n'êtes pas très malin. C'est sur ordre de Whitwer qu'on a préparé ce croiseur. Il voulait vous faire sortir du bâtiment par la voie des airs, afin que nous ne puissions pas vous rejoindre. Sans nous, vous n'aviez plus la moindre chance. » Une expression étrange passa sur le visage hagard de Lisa. « Ce n'est pas vrai, » souffla-t-elle. « Whitwer n'a jamais vu ce croiseur. J'allais seulement inspecter les... »« Vous avez failli réussir, » poursuivit inexorablement Fleming. « Si nous n'avons pas de patrouilleurs de police à nos trousses, nous aurons de la chance. On n'a pas eu le temps de vérifier. » Tout en parlant, il s'accroupit juste derrière le siège de Lisa. « La première chose à faire est de se débarrasser de cette femme. Il faudra qu'on vous fasse sortir de la région. Comme Page a décrit votre déguisement à Whitwer, vous pouvez être sûr que tous les médias l'ont diffusé. » Toujours accroupi, Fleming s'empara de Lisa. Il lança son arme imposante à Anderton, puis souleva de force le menton de Lisa, jusqu'à ce que sa tempe soit collée contre le dossier du siège. Elle se débattit frénétiquement. Un son plaintif et terrifié s'échappa de sa gorge. Sans y prêter garde, Fleming referma ses grosses mains autour de son cou et entreprit de l'étrangler. « Pas de blessure par balle, » expliqua-t-il, haletant. « Elle va tomber de l'appareil. Ce sera un accident banal. C'est fréquent. Mais dans ce genre de cas précis, la nuque aura été brisée avant la chute. » Curieusement, Anderton ne réagit pas tout de suite. Les doigts massifs de Fleming étaient déjà cruellement enfoncés dans la chair pâle de Lisa quand il abattit son lourd pistolet militaire sur la nuque de Fleming, dont les monstrueuses mains lâchèrent enfin prise. Fleming chancela, sa tête tomba en avant, et il s'affala contre la paroi. Puis il voulut se reprendre et tenta faiblement de se redresser. Anderton le frappa à nouveau, cette fois au-dessus de l'œil gauche. L'autre bascula en arrière et ne bougea plus. Lisa cherchait son souffle. Elle resta un moment recroquevillée à se balancer d'avant en arrière. Peu à peu, son visage reprit des couleurs. « Tu peux prendre les commandes ?» lui demanda Anderton, d'un ton pressant en la secouant légèrement. « Oui, je crois. » Un peu mécaniquement, elle prit le volant. « Ça ira. Ne t'inquiète pas pour moi. » Ce pistolet, reprit Anderton, a été délivré par l'armée. Mais il ne date pas de la guerre. C'est au contraire une des toutes dernières armes mises au point. Je peux me tromper du tout au tout, mais il y a une petite chance pour que...
Il passa par-dessus son siège et rejoignit Fleming, dont il ouvrit la veste et fouilla les poches, en s'efforçant de ne pas toucher à sa tête. Un instant plus tard, il tenait en main son portefeuille tout trempé de sueur. Selon ses papiers d'identité, Todd Fleming était major dans l'armée de terre et rattaché au service secret interne du renseignement militaire. Parmi les nombreux documents se trouvait un certificat signé du général Leopold Kaplan, attestant que Fleming était sous la protection particulière de son groupe, la Ligue internationale des anciens combattants. Fleming et ses hommes avaient donc agi sur les ordres de Kaplan. Le camion, l'accident, tout avait été prémédité. Cela signifiait que Kaplan lui avait sciemment évité de tomber aux mains de la police. L'opération remontait au moment où les hommes de Kaplan avaient débarqué chez lui, alors qu'il faisait ses bagages. Incrédule, il vit ce qui s'était réellement passé. En l'accaparant, il devançait la police. Dès le début, ils avaient tout fait pour que Whitwer ne puisse pas l'arrêter. Anderton regagna son siège. « Tu disais vrai », déclara-t-il à sa femme, en revenant à sa place. « On peut entrer en contact avec Whitwer ?» Elle acquiesça en silence et lui indiqua les circuits de communication du tableau de bord. « Qu'est-ce que tu as découvert ? Appelle-moi Whitwer. Je veux lui parler le plus vite possible. C'est très urgent. » Elle composa nerveusement un numéro et obtint le canal confidentiel du QG de la police de New York. Un plan d'ensemble sur une série de policiers de grade peu élevé, puis une minuscule réplique des traits d'Ed Whitwer apparut sur l'écran. « Vous vous souvenez de moi ?» dit Anderton. Whitwer blêmit. « Bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Lisa, vous nous la menez ?» Soudain ses yeux s'arrêtèrent sur l'arme que tenait Anderton. « Écoutez-moi, dit-il sauvagement, ne lui faites pas de mal. Quoi que vous puissiez penser, elle n'y est pour rien. »« Ça, je le sais déjà, » répondit Anderton. « Pouvez-vous nous localiser ? On aura probablement besoin de protection sur le chemin du retour. Vous revenez ?» Whitwer le contempla avec incrédulité. « Vous vous rendez donc ?»« Mais oui. » D'une voix pressante, Anderton ajouta rapidement. « Il y a une mesure à prendre sans perdre une seconde. Interdire le bâtiment des singes. Faites en sorte que personne n'y entre. Pas même Page. Et surtout pas l'armée. » Kaplan fit l'image miniaturisée. « Eh bien, il vient juste de partir. » Le cœur d'Anderton s'arrêta. Que faisait-il là ? Il a collecté des informations, transcrit des duplicata des rapports précoques vous concernant. Il prétendait qu'il n'était destiné qu'à assurer sa propre protection. Alors il est déjà en sa possession, dit Anderton. Il est trop tard. À l'armée, Whitwer rétorqua en haussant le ton. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que se passe-t-il ?»« Je vous le dirai, » fit Anderton d'une voix accablée, quand je serai de retour dans mon bureau. Whitwer vint à sa rencontre sur le toit de l'immeuble. Au moment où le petit croiseur se posa, sa flottille d'escorteurs s'inclina sur l'aile puis s'éloigna. Anderton s'approcha immédiatement du jeune homme blond. « Vous avez ce que vous vouliez, dit-il. Vous pouvez m'arrêter et m'envoyer en camp de détention, mais ce ne sera pas suffisant. » Le regard bleu de Whitwer pâlit d'incertitude. « Je ne comprends pas. Ce n'est pas ma faute. Je n'aurais jamais dû quitter le siège de la police. Où est Wally Page ?»« Nous le tenons, » répondit Whitwer. « Il ne nous causera pas d'ennui. » Anderton se renfrogna. « Vous ne l'avez pas arrêté pour le bon motif. Ce n'était pas un délit que de me faire entrer chez les singes. En revanche, il est illégal de communiquer des informations aux militaires. Vous avez entretenu ici une taupe de l'armée. » Il rectifia gauchement. « Enfin, c'est moi qui ai travaillé avec lui. J'ai annulé votre mandat d'arrêt. Maintenant, c'est Kaplan qu'on recherche. On l'a localisé ? Il est parti d'ici en camion militaire. On l'a suivi, mais il a pénétré dans une caserne de l'armée de terre. Et depuis, un gros tank R3 datant de la guerre en interdit l'accès. Le déloger, ce serait faire acte de guerre civile. » Hésitante, Lisa s'écarta du croiseur. Elle était encore pâle et secouée, et une vilaine meurtrissure se formait sur sa gorge. « Que vous est-il arrivé ?» s'enquit Whitwer. Puis il aperçut le corps inerte gisant à l'intérieur. Il regarda Anderton dans les yeux. « Enfin, vous renoncez à prétendre que je suis l'auteur d'un complot contre vous. En effet, vous ne croyez plus que j'intriguais pour prendre votre place, fit-il avec une grimace de dégoût. Oh, mais si. De cela, tout le monde se rend coupable tôt ou tard. Moi-même, j'intrigue pour la garder. Mais il s'agit ici de bien autre chose. Et là, votre responsabilité n'est pas engagée. Pourquoi affirmez-vous qu'il est trop tard pour vous rendre ? On va vous envoyer en camp, et dans une semaine, Kaplan sera toujours en vie. Certes, admit Anderton, mais il peut prouver qu'il le serait aussi si je me promenais en liberté.
Il détient les données montrant clairement que le rapport majoritaire est obsolète. Il peut provoquer l'effondrement de pré-crime. Pile, il gagne, et face, nous perdons. L'armée va nous déconsidérer. Sa stratégie aura triomphé. Mais pourquoi court-il un tel risque? Que veulent-ils exactement? Après la guerre anglo-chinoise, l'armée a perdu beaucoup de son crédit. Elle n'est plus ce qu'elle était au bon vieux temps de l'alliance fédérale du bloc occidental. À l'époque, elle détenait tous les pouvoirs, aussi bien militaires que civils. Et elle faisait sa propre police. Comme Fleming, commenta faiblement Lisa. Après la guerre, le bloc occidental a été démilitarisé. Les officiers comme Kaplan ont été écartés, mis d'office à la retraite. Or, personne n'apprécie cela. Anderton fit la grimace. Je peux comprendre. Il n'est pas seul dans ce cas, mais nous ne pouvions plus continuer ainsi. L'autorité devait être partagée. Vous dites que Kaplan a gagné, fit Whitwer. Et n'y a-t-il rien qu'on puisse faire? En tout cas, pas le supprimer. Et il le sait aussi bien que nous. Il va sans doute proposer une sorte de compromis. Nous continuerons à exister, mais le Sénat nous retirera tout réel pouvoir. Et ça ne vous plairait guère, hein? Non, fit Whitwer avec force. Un de ces jours, c'est moi qui dirigerai cette organisation. Il rougit. Mais pas tout de suite, bien entendu. Anderton s'assombrit. Dommage que vous ayez publié ce rapport majoritaire. Sinon, on aurait pu le faire disparaître discrètement. Maintenant, tout le monde connaît son existence. On ne peut plus démentir. Non, admit Whitwer, mal à l'aise. Je ne suis peut-être pas aussi compétent à ce poste que je l'imaginais. Ça viendra. Un jour, vous ferez un bon officier de police. Vous croyez au statu quo. Mais un conseil. Apprenez à prendre les choses moins au tragique. Anderton s'écarta. Je vais étudier les bandes du rapport majoritaire. Je veux savoir exactement comment j'étais censé tuer Kaplan. Pensif, il acheva. Ça peut me donner des idées. Les bandes des précogs, Donna et Mike, étaient stockées séparément. Anderton choisit l'appareil chargé des analyses fournies par Donna, ouvrit le bouclier protecteur et en étala le contenu devant lui. Là encore, les données codées lui désignèrent les bandes qui l'intéressaient, et en un instant, il les avait placées dans le lecteur. C'était en gros ce qu'il avait deviné. Il s'agissait des informations utilisées par Jerry, le sillon temporel rejeté où les agents du renseignement militaire à la solde de Kaplan enlevaient Anderton comme il rentrait chez lui après le travail et l'amenaient à la villa de Kaplan, QG de la Ligue internationale des anciens combattants, où il recevait un ultimatum, démanteler le système pré-crime ou se heurter à l'hostilité déclarée de l'armée. Dans ce sillon-là, en sa qualité de préfet de police, Anderton recherchait le soutien du Sénat, mais ce dernier le lui refusait. Pour éviter la guerre civile, les sénateurs ratifiaient la dissolution du système policier et décrétaient la loi martiale pour faire face à l'état d'urgence. Prenant avec lui un détachement de policiers fanatiques, Anderton localisait Kaplan et l'abattait, tirant aussi sur d'autres membres de la LIAC. Mais seul Kaplan succombait. Les autres s'en sortaient, et le coup d'état militaire réussissait. Ça, c'était Donna. Il rembobina la bande et passa au rapport précoque de Mike. Les deux devaient être identiques, puisque les mutants s'étaient accordés pour présenter le même tableau. En effet, Mike commençait comme Donna. Anderton apprenait l'existence d'une conspiration montée par Kaplan contre la police, mais là, quelque chose n'allait plus. Interloqué, Anderton se repassa la bande depuis le début. C'était incompréhensible, mais Mike et Donna ne concordaient pas. Il réécouta l'enregistrement avec la plus grande attention. Le rapport de Mike était très différent de celui de Donna. 1 heure plus tard, ayant terminé ses investigations, il quittait le bâtiment des singes. Aussitôt, Whitwer lui demanda « Qu'y a-t-il? Je vois bien que quelque chose cloche. »« Non, » répondit lentement Anderton, songeur. « Ce n'est pas tout à fait ça. » Entendant du bruit dehors, il se dirigea distraitement vers la fenêtre. La rue grouillait de monde. Des soldats en uniforme avançaient en colonne par 4 au milieu de la chaussée. Fusil à l'épaule, casque vissé sur la tête, ils arboraient une tenue miteuse datant de la guerre, et le vent glacé faisait claquer les glorieux étendards de l'alliance du bloc occidental. « Une parade militaire », constata Whitwer, abattu. « Je me suis donc trompé. Ils ne veulent pas proposer de compromis. Pourquoi le feraient-ils d'ailleurs? Kaplan va rendre les faits publics. » Anderton n'éprouvait aucune surprise. Il va lire le rapport minoritaire? Apparemment, ils vont exiger que le Sénat nous dissolve et nous retire toute autorité. Prétendre que nous avons arrêté des innocents, multiplié les descentes de police nocturnes, ce genre de choses, que nous avons gouverné par la terreur. Vous pensez que le Sénat cédera? Whitwer hésita. Je ne parierai pas là-dessus. Moi si, dit Anderton. Ce qui se passe en bas colle bien avec ce que j'ai appris chez les singes.
Nous nous sommes fichus dans une impasse. Il ne nous reste plus qu'une issue, qu'elle nous plaise ou non. » Ses yeux avaient l'éclat et la dureté de l'acier. Inquiet, Whitwer demanda « Quelle issue ?» Quand je vous l'aurai dit, vous vous demanderez pourquoi vous n'y avez pas songé vous-même. De toute évidence, je suis obligé de me conformer au rapport publié. Il faut que je tue Kaplan. C'est la seule façon d'empêcher l'armée de nous discréditer. « Mais, fit Whitwer, stupéfait, ce rapport majoritaire a été rejeté. »« Je peux le faire, rétorqua Anderton. Mais ça nous coûtera cher. Vous savez ce qu'on risque en cas de meurtre avec préméditation. C'est la prison à perpétuité. Au moins, vous pourriez sans doute user de votre influence pour faire commuer ma peine en exil définitif. On m'enverra sur une des planètes coloniales, mener une existence de pionnier. Et vous préféreriez cela ? » ?»« Bon Dieu, non, dit Anderton avec vigueur. Mais ce serait un moindre mal, et il faut que ce soit fait. Je ne vois pas comment vous pourriez tuer Kaplan. Anderton soupesa le pistolet militaire de Fleming. Avec ça, ils vous laisseront approcher Kaplan ? Pourquoi pas ? Ils ont le rapport minoritaire affirmant que j'ai changé d'avis. Alors le rapport minoritaire est erroné ? Non, il est rigoureusement exact. Mais je vais quand même tuer Kaplan. Il n'avait jamais tué personne. Il n'avait même jamais assisté au moindre crime de sang, alors qu'il était préfet de police depuis 30 ans. Depuis une génération, le meurtre n'existait plus. Cela n'arrivait plus, tout simplement. Une voiture de police le conduisit à une centaine de mètres du défilé militaire. Tapis sur le siège arrière, il examina laborieusement l'arme qu'il tenait de Fleming. Elle paraissait en parfait état. En fait, il ne doutait pas du résultat. Il était absolument certain de ce qui allait se passer durant les 30 minutes à venir. Il rempocha le pistolet et descendit prudemment de la voiture. Personne ne fit attention à lui. Une foule de plus en plus nombreuse se pressait pour approcher du défilé et savoir ce qui se passait. Les uniformes prédominaient, et à la périphérie du périmètre dégagé étaient déployés chars d'assaut et armes lourdes, tous moyens offensifs qu'on continuait à produire. L'armée avait érigé une estrade métallique, à laquelle on accédait par quelques marches. Derrière flottait un grand étendard du bloc occidental, emblème des puissances alliées qui avaient combattu pendant la guerre. Grâce à un étrange phénomène d'érosion, la LIAC comprenait maintenant des officiers ayant servi dans les rangs ennemis. Mais un général reste un général, et le temps avait effacé ce genre de distinction. Le haut commandement de la Ligue occupait les premiers rangs. Derrière venaient les officiers de grade inférieur. Les étendards des différents régiments ondulaient au gré du vent, en étalant leurs couleurs et leurs écussons. En définitive, ce rassemblement avait des allures de reconstitution historique relativement joyeuse. Sur l'estrade proprement dite, étaient assis des dignitaires de la Ligue, dont les visages trahissaient toute l'impatience. Sur les côtés, presque invisibles, quelques brigades de police, ostensiblement là pour maintenir l'ordre, mais constituées en réalité d'informateurs ayant pour mission d'observer tout ce qui se passait. Si l'on avait besoin de maintenir l'ordre, l'armée s'en chargerait. Le vent charriait le grondement assourdi de la foule compacte, à travers laquelle Anderton se fraya un passage en ayant l'impression de se noyer dans une véritable mer humaine. Figés par l'attente, les gens paraissaient pressentir qu'un événement spectaculaire allait se produire. Anderton s'ouvrait un passage parmi eux, non sans difficulté, laissa derrière lui les rangées de sièges et arriva enfin au niveau des officiers de haut rang, au bord de l'estrade. Kaplan était parmi eux, mais c'était désormais le général Kaplan. Gilet, montre de gousset, canne et discret costume civil. Tout cela avait disparu. Pour l'occasion, Kaplan avait ressorti son vieil uniforme de la naphtaline. Très droit, imposant, il était entouré de son ex-état-major et arborait ses galons et autres décorations. Il portait bottes militaires, épée de parade et képi. Incroyable comme un képi de général, dans toute son austère autorité, pouvait transformer un homme au crâne dégarni. Apercevant Anderton, Kaplan se détacha et s'approcha de lui à grands pas. Son expression constamment changeante reflétait son étonnement et sa satisfaction. « Quelle surprise !» dit-il, en tendant une petite main gantée de gris. « Et moi qui vous croyais arrêté par le préfet intérimaire. Je suis toujours en liberté, » répliqua brièvement Anderton en serrant sa main tendue. Après tout, Whitwer possède aussi la bande magnétique. Il désigna le paquet que Kaplan serrait dans sa main gauche et regarda le général avec assurance. En dépit de sa nervosité, le général Kaplan était de bonne humeur. « C'est un grand jour pour l'armée, confia-t-il.
Vous serez heureux d'apprendre que je vais livrer au public le compte-rendu détaillé de la fausse accusation portée contre vous. Parfait, dit Anderton d'un ton neutre. Il sera clairement démontré que vous avez été injustement accusé. Le général Kaplan essayait de savoir jusqu'à quel point Anderton était au courant de la situation. Fleming a-t-il eu l'occasion de tout vous expliquer? Plus ou moins. Vous n'allez lire que le rapport minoritaire. C'est tout ce que vous avez là. Je vais le comparer au rapport majoritaire. Le général Kaplan fit signe à un aide de camp, qui lui apporta une serviette en cuir. Tout est là, toutes les pièces à conviction dont nous avons besoin. Cela ne vous dérange pas d'être cité comme exemple, j'espère. Votre cas illustre les arrestations injustifiées dont ont été victimes une multitude de gens innocents. Kaplan consulta sa montre d'un geste plein de raideur. « Je dois y aller. Voulez-vous venir avec moi sur l'estrade ?»« Pourquoi ?» Froidement, mais avec une espèce de véhémence contenue, le général Kaplan répondit. « Pour que tout le monde voie la preuve vivante de ce que j'avance. Le meurtrier et sa victime, debout, côte à côte, déployant toute la sinistre et terrible supercherie entretenue par la police. Volontiers, dit Anderton. Qu'est-ce qu'on attend ? Déconcerté, le général Kaplan s'avança vers l'estrade. Il jeta encore un regard inquiet à Anderton, se demandant visiblement pourquoi le préfet était venu, et ce qu'il savait au juste. Son incertitude s'accrut tandis qu'Anderton gravissait les marches, et se trouvait un siège juste à côté de la tribune. « Vous saisissez bien la portée de ce que je vais annoncer, » s'enquit le général. « Mes révélations auront des répercussions considérables. Le Sénat sera peut-être amené à reconsidérer la validité fondamentale du système pré-crime. »« Je saisis, » dit Anderton, les bras croisés. « Allons-y. » Le silence s'était fait dans la foule, mais il y eut une rumeur d'excitation lorsque le général Kaplan reprit la serviette en cuir et disposa son contenu devant lui. « L'homme assis à mes côtés, » commença-t-il d'une voix claire, « est connu de vous tous. Vous êtes sans doute surpris de le voir, car tout récemment encore la police le considérait comme un dangereux criminel. » Tous les yeux se reportèrent sur Anderton. On examinait avidement le seul et unique meurtrier en puissance qu'on ait jamais eu le privilège de voir de près. Toutefois, depuis quelques heures, poursuivit le général, l'ordre d'arrestation le concernant a été annulé. Est-ce parce que l'ex-préfet Anderton s'est volontairement rendu ? Non, ce n'est pas à strictement parler exact. S'il est ici, ce n'est pas parce qu'il s'est rendu, mais parce que la police ne s'intéresse plus à lui. John Allison Anderton est innocent de tout crime, passé, présent ou à venir. Les allégations formulées contre lui étaient des faux, des déformations diaboliques issues d'un système pénal fondé sur des prémices fausses. Une machine à détruire gigantesque et impersonnelle qui a broyé une multitude d'innocents. Fasciné, la foule regardait à tour de rôle Kaplan et Anderton. La situation lui était familière. Oui, beaucoup d'hommes et de femmes ont été arrêtés et emprisonnés par la faute de pré-crime. Cette organisation qui se prétend prophylactique, poursuivit Kaplan, dont la voix gagnait peu à peu en chaleur et en force. Accusés, non pas de crimes qu'ils avaient commis, mais de crimes qu'ils allaient commettre. On nous affirme que, laissés en liberté, ces gens se seraient tôt ou tard rendus coupables d'actes criminels. Mais il ne peut y avoir de réelle connaissance du futur. Dès qu'une information précognitive est livrée, elle s'annule d'elle-même. L'affirmation selon laquelle cet homme commettra un crime dans l'avenir est un paradoxe. Le simple fait de posséder cette donnée la fausse. Dans tous les cas, sans exception, le rapport des 3 précogs a toujours invalidé les données qu'ils avaient eux-mêmes fournies. Si personne n'avait été arrêté, les crimes prédits n'auraient pas été commis, non plus. Anderton écoutait distraitement, mais la foule, elle, prêtait un intérêt passionné au discours de Kaplan, qui livrait à présent un résumé du rapport minoritaire. Il expliquait ce que c'était, comment il pouvait exister. Anderton sortit son arme de sa poche et la posa sur ses genoux. Déjà Kaplan mettait de côté le rapport minoritaire, c'est-à-dire les données précoques de Jerry. De ses doigts osseux, il chercha d'abord le résumé du rapport Donna, puis celui du rapport Mike. « Voici le rapport majoritaire original », expliqua-t-il. L'affirmation, par les 2 premiers précogs, selon laquelle Anderton allait commettre un meurtre. Et maintenant, voici le matériau automatiquement invalidé. Je vais vous le lire. Il ramassa prestement ses lunettes sans monture, les chaussa et entama lentement sa lecture. Une étrange expression se peignit sur ses traits. Il s'interrompit, balbutia, puis se tut brusquement. Les papiers lui échappèrent des mains. Tel une bête traquée, il fit volte-face, rentra la tête dans les épaules, puis s'éloigna précipitamment de la tribune. Son visage crispé passa durant une fraction de seconde devant Anderton, qui s'était levé à son tour. Le préfet braqua son arme,
fit rapidement quelques pas en avant et tira. Amber l'y ficotait dans les pieds des gens assis sur l'estrade. Kaplan poussa un unique cri aigu, un cri de terreur. Comme un oiseau abattu en plein vol, il tomba de l'estrade en battant des bras. Anderton s'approcha de la rambarde, mais tout était déjà fini. Kaplan était mort, ainsi que le rapport majoritaire l'avait prédit. Sa maigre poitrine n'était plus qu'un trou fumant dont des cendres s'échappaient au gré des tressaillements du corps. Écœuré, Anderton se détourna et se faufila sans attendre entre les officiers qui se levaient de leur siège, stupéfaits. L'arme était sa meilleure protection. Il sauta au bas de l'estrade et s'enfonça dans la foule désordonnée, qui se pressait pour mieux voir. L'incident qui s'était produit sous leurs yeux leur était totalement incompréhensible, et il faudrait du temps pour que la terreur panique cède la place à l'acceptation. Quand il parvint en marge de la foule, Anderton fut pris en charge par la police. « Vous avez eu de la chance de vous en sortir », souffla un des agents comme la voiture démarrait lentement. « En effet », dit Anderton, distant. Il se cala contre son dossier et tenta de se donner une contenance. Il tremblait, la tête lui tournait. Brusquement, il se pencha en avant et s'abandonna à de violentes nausées. « Pauvre diable !» murmura un des policiers d'une voix compatissante. Secoué par le malaise physique et moral, Anderton ne put déterminer si le policier parlait de Kaplan ou de lui-même. Quatre robustes policiers aidèrent John et Lisa Anderton à emballer leurs affaires et à les charger dans les camions. C'est qu'en 50 années, l'ex-préfet de police avait accumulé beaucoup de biens matériels. Sombre et pensif, il regarda les caisses défiler devant lui en direction des véhicules en attente. Ensuite, ils iraient directement au spatioport, et de là, sur son Centaure X par transport intersystème. Un bien long voyage, pour un si vieil homme, mais un voyage sans retour. « C'est l'avant-dernière caisse », déclara Lisa, tout à sa tâche. En pull et pantalon, elle parcourait les pièces nues, vérifiant les derniers détails. « Je suppose qu'on ne pourra pas se servir de nos nouveaux appareils ménagers astroniques. Sur scène X, ils en sont encore à l'électricité. J'espère que ça ne t'ennuie pas trop, » dit Anderton. « On s'y fera, » répliqua Lisa avec un sourire fugace. « N'est-ce pas ? Je l'espère. Tu es certaine que tu ne regretteras pas ? Parce que sinon... » « Pas de regret, » affirma Lisa. « Aide-moi à fermer cette caisse. Tu veux ?» Au moment où ils allaient monter dans le camion de tête, Whitwer arriva à bord d'une voiture de patrouille. Il vint les rejoindre en courant, l'air étrangement hagard. « Avant de partir, dit-il à Anderton, il faut que vous me clarifiez la situation concernant les précogs. Le Sénat me pose des questions. On veut savoir si le rapport moyen, la rétractation, était une erreur ou quoi. » Confusément, il ajouta « C'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à m'expliquer. Le rapport minoritaire était bien erroné, n'est-ce pas ?»« Quel rapport minoritaire ?» fit Anderton, amusé. Whitwer sia. « C'était donc ça. J'aurais dû comprendre. » Assis sur le siège avant du camion, Anderton bourra sa pipe et l'alluma avec le briquet de Lisa, qui était retournée voir si rien de vital n'avait été oublié dans la maison. Il y avait 3 rapports minoritaires, dit-il à Whitwer, en jouissant de sa perplexité. Un jour, le jeune homme apprendrait à ne pas se jeter tête baissée dans des situations qu'il ne comprenait pas entièrement. Pour Anderton, l'affaire se concluait sur une note de satisfaction. Malgré son âge et sa latitude, lui seul avait compris la véritable nature du problème. Les 3 rapports étaient consécutifs, expliqua-t-il. Le premier était celui de Donna. Dans ce sillon temporel-là, Kaplan m'avisait du complot militaire, et je l'assassinai promptement. Jerry, phasé légèrement en avant de Donna, s'est servi de son rapport à elle, et a intégré le fait que j'en avais pris connaissance. Dans ce deuxième sillon, tout ce que je voulais, c'était garder mon poste, sans tuer Kaplan. Je ne m'intéressais qu'à ma place, à mon propre sort. Et Mike était le 3e rapport, venu après le rapport minoritaire. Whitwer se reprit. Je veux dire qu'il s'est présenté en dernier. Mike était le dernier des 3, en effet. Au vu du premier rapport, j'avais décidé de ne pas tuer Kaplan, d'où le 2e rapport. Mais, informé par ce 2e rapport, je changeai d'avis. Le 2e rapport, la 2e situation, représentait les circonstances que Kaplan désirait créer. L'intérêt de la police était de recréer la situation numéro 1, et c'était à la police que je pensais alors. J'avais compris le projet de Kaplan.
Le troisième rapport invalidait le deuxième de la même façon que le second invalidait le premier. Nous étions revenus au point de départ. Lisa revint, le souffle court. « Partons, nous en avons fini ici. » Souple et agile, elle grimpa dans le camion et s'installa entre son mari et le chauffeur. Les rapports étaient tous différents, conclut Anderton, tous uniques. Mais 2 d'entre eux étaient d'accord sur un point. Si je restais en liberté, je tuais Kaplan. C'est ce qui a créé l'illusion d'un rapport majoritaire. Car ce n'était que cela, une illusion. Donna et Mike avaient prévu le même événement, mais dans 2 sillons temporels complètement distincts et se produisant dans 2 situations différentes. Donna et Jerry, le rapport minoritaire, et la moitié du rapport majoritaire se sont trompés. Seul Mike disait vrai, puisqu'aucun rapport ultérieur ne venait invalider le sien. Et voilà. Tenaillé par l'inquiétude, Whitwer trottinait à côté du camion en marche. « Est-ce que cela se reproduira? Faut-il revoir tout le système ?»« Ça ne peut se reproduire que dans un seul cas, » fit Anderton. « Le mien est unique, puisque j'avais accès à toutes les données. Cela peut arriver à nouveau, mais seulement au prochain préfet de police. Donc, faites bien attention. » Il eut un petit sourire. L'expression tendue de Whitwer lui causait une satisfaction non négligeable. À ses côtés, Lisa se contenta d'un léger tressaillement des lèvres et lui prit la main. « Oui, soyez très vigilants, » recommanda-t-il au jeune Whitwer. « La même chose pourrait très bien vous arriver, et à tout moment. » Fin de la lecture de The Minority Report, écrit par Philippe Cadic. En vous remerciant pour votre écoute et en vous invitant à vous abonner à la chaîne, afin de soutenir notre travail et d'être mieux averti de la mise en ligne des prochains livres audio. À bientôt sur Frisson d'hiver.